Bonsoir, bonne année. Ce jeudi, nous recevons Maximilienne Gombe. Vous le savez, elle est directrice exécutive du REDAC, le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Une association qui défend un certain nombre de droits liés évidemment aux activités humaines. Une association qui a fait la une de l'actualité en fin d'année dernière, en 2024, vous le savez. En décembre 2024, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a décidé de la suspension pour 3 mois d'un certain nombre d'associations, parmi lesquelles le REDAC. Ça n'est suivi une autre actualité derrière, le PCA, le président du conseil d'administration, maître Alice Com, est donc allé sur le siège du REDAC où avaient été apposés les scellés pour les briser. Nous avons donc choisi de faire le point de cette actualité, des procédures qui sont en cours, de savoir comment le REDAC fonctionne, qui le finance véritablement, puisqu'il y a une suspicion de financement de terrorisme derrière, et surtout, quelles sont les perspectives éventuellement pour cette association. Mais à côté, on va également faire le bilan de l'année 2024 avec notre invité sur les questions sociopolitiques, sur les questions évidemment de défense des droits, le nord-ouest, le sud-ouest, la crise au niveau de l'extrême nord et bien d'autres actualités. Madame la directrice exécutive, bonsoir, bonne année. Bonne année, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous allez bien? Je vais très bien. Il faut dire que j'ai été très malade. D'accord. Mais là, je vais de mieux en mieux. C'est l'actualité qui vous a rendu malade? Non, du tout. Du tout. Vous étiez malade avant? Du tout. J'ai été souffrante depuis un moment. Et donc... Vous êtes sereine? Quel est votre état d'esprit en ce moment? J'ai toujours été sereine. Monsieur Dipita, ça fait quand même 35 ans que je milite. Je voulais dire ça aux Camerounais. Donc, j'étais toute jeune. Donc, je ne peux qu'être sereine lorsque, surtout, vous avez des droits envers vous et que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous direz que votre année 2024 s'est achevée difficilement ou alors comme toutes les autres? C'est normal. Vous en croyez? Lorsqu'on fait dans ce que nous faisons là, tout peut arriver. D'accord. Ce qui est important, c'est de savoir que même si ça arrive, que vous sachiez que vous êtes sereine et que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas enfreint la loi. Donc c'est ça qui est important. Mais dans la défense des droits humains, dans la situation, quand vous vous occupez surtout des droits, les droits politiques, civils et politiques, et il faut que vous sachiez, et la protection des défenseurs, des journalistes, il faut que vous sachiez que ce n'est pas un fleuve tranquille. Comment vous appréhendez votre année 2025? Craintive, soucieuse, d'autant plus que c'est également une année électorale à côté de toute l'actualité qui est autour du REDAC. Vous dites, sur le plan de votre association, donc sur le plan personnel, ce sera une année difficile, de défis, au regard, je l'ai dit, de l'actualité. Et sur le plan national, vous dites? Les défis font partie, n'est-ce pas, de notre travail. Donc, généralement, dans les formations que nous donnons aux défenseurs et aux journalistes, les formations sur la protection physique, la sécurité en ligne et autres, il y a toujours, n'est-ce pas, un chapitre sur les vulnérabilités et les défis. D'accord. Donc, dire qu'il n'y aura pas de défis pour une organisation comme le REDAC, d'ailleurs, qui ne couvre pas seulement le Cameroun, et vous savez que le Tchad vient de faire les élections, mais vous avez été au courant de l'actualité, qui est aussi une actualité que nous suivons. Il y a le Gabon, il y a la RDC, avec tout ce que cela comporte, la peine de mort qui est revenue, avec aussi le M23 qui menace. Donc il y a beaucoup de défis que nous attendons et que nous allons, n'est-ce pas, affronter. Au Cameroun, comme vous le savez et que vous venez de le dire, il y a quand même l'année 2025 avec tout ce que cela comporte. Donc, oui, on est... Vous êtes prête? On sait qu'il y aura beaucoup de défis, mais on sait aussi qu'on a des capacités, parce qu'on a développé des capacités, n'est-ce pas, pour
amorcer, n'est-ce pas, et puis faire amortir ces défis pour les rendre plutôt comme une opportunité. Avez-vous le sentiment que vous avez particulièrement des ennemis au sein du gouvernement? Non, du tout. Vous avez des amis? Je pense, oui. On a des amis et on a aussi des incompréhensions. D'accord. Parce que, vous savez, il y a des moments où, peut-être parce que la bureaucratie, l'information ne fonctionne pas bien, et puis on vous apporte une note, et sur la note, bon, vous prenez des décisions, peut-être c'est après que vous dites, mais peut-être que cette note, mais vous savez, hein, les êtres humains, surtout quand ils ont un peu, qui ont des responsabilités, c'est pas facile qu'ils disent peut-être que là, j'ai été peut-être mis en erreur, c'est normal, hein. Mais je ne pense pas qu'on ait des ennemis. On a des amis, mais on a aussi des personnalités pour lesquelles nous devons leur rappeler, lorsque c'est notre rôle, hein, de dire que, par exemple, les droits humains, c'est pas bon ici, il y a la torture, il y a ceci, c'est notre rôle. Si on ne fait plus ça, cela veut dire que nous sommes un pont entre le gouvernement et les citoyens. Si on ne fait plus ça, ça veut dire que nous n'avons plus de mission. Donc, comment va la PCA, Maître Alice Combes? La PCA va très bien. Elle a fêté ses 80 ans hier. Elle ne va pas très bien comme à son âge. Voilà. Mais elle va comme quelqu'un de cet âge. Voilà, de cet âge. Elle est sereine, elle aussi. Elle est toujours sereine. On en parle tout à l'heure. Bon, peut-être pour essayer de comprendre, hein, pour remettre en contexte, oui. On va faire le b.a.-ba, oui. Comprendre comment fonctionne le REDAC. D'abord, comment a été créé le REDAC? Quelle en a été la motivation? Oui. Le REDAC prend son ancrage au Rwanda. Comment est-ce qu'il arrive au Cameroun? Essayez de nous faire un peu cette synthèse. C'est facile. En fait, en 1998, les Nations Unies prennent une déclaration qu'on appelle la déclaration sur les défenseurs. Mais ça c'est la déclaration sur la responsabilité, n'est-ce pas, des personnes et des organisations à les protéger, ceux qui travaillent sur le terrain, qu'on a communément appelé la déclaration sur les défenseurs des droits humains. Sous-entendu, tous ceux qui essaient de protéger les personnes vulnérables. Tous ceux qui protègent les droits humains sur le terrain. D'accord. On les appelle les défenseurs. Vous, monsieur Dipita, même en tant que journaliste, à partir du moment où vous défendez même les journalistes qui ont des situations, vous êtes défenseurs. C'est ça. C'est la définition de 1998, n'est-ce pas, de la Déclaration des Nations Unies. D'accord. Alors après, les Nations Unies disent il faudrait qu'on crée des réseaux juste pour protéger, n'est-ce pas, ceux-là qui protègent ceux qui travaillent sur le terrain. Et l'Union africaine, via la Commission africaine, s'approprie sur cette déclaration et fait donc une réunion avec les membres du gouvernement de toute l'Afrique à l'île Maurice, qu'on a appelée déclaration de Grand-Bay. Et ils sortent donc aussi cette déclaration pour dire la nécessité de protéger, n'est-ce pas, les défenseurs. D'accord. Il y a la déclaration de Grand-Bay et la déclaration de Kigali. C'est l'Union africaine qui sort ces deux déclarations. Et donc, à la Commission africaine, on demande à la Commission africaine de mettre en place les réseaux au niveau des 5 continents pour, n'est-ce pas, la protection des défenseurs. Donc, 2 réseaux sont créés en 1900, je crois en 2000, en tout cas avant nous. Il y a le réseau de l'Afrique australe, avec Hassan Chéré aujourd'hui, qui s'appelle le réseau de Defenders. Donc le siège est à Kampala. Et le réseau Ouest-Afrique. Donc le réseau central de l'Afrique centrale peine à se mettre en place. Donc eux sont créés, je crois, en 2008, 2007, 2008, 2009. C'est en 2010 qu'Amnesty International donc, organise au Burundi, l'Afrique centrale, pour parler de la question des défenseurs
et de comment des commissions nationales peuvent travailler pour mettre en place, n'est-ce pas, cette protection des défenseurs au vu des défis qui s'annonçaient. Ils cherchent un certain nombre de défenseurs. À l'époque, j'étais membre d'une petite association aussi qui s'appelait PRODOP, Promotion pour la protection des droits de l'homme et des peuples. Donc je suis invitée pour parler de la Commission nationale des droits de l'homme au Cameroun. D'autres sont invités, sont venus d'autres continents. Non, pas de continent, des pays RDC, voilà, la CEMAC, la CEAC même, puisqu'il y a la CEAC, voilà. RDC, tout le monde, Angola, la CEAC, oui, la CEAC. Okay. Donc on fait donc cette réunion-là, et c'est là que naît, n'est-ce pas, cette idée de dire, mais puisqu'il y a déjà deux réseaux d'accord, qui sont déjà créés, et je vous rappelle que le réseau de l'Afrique de l'Ouest couvre 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, 16 pays. Et donc, le siège est au Togo. Ok, à Lomé. Au Togo. À Lomé, au Togo. Mais ils ont les coalitions comme nous aussi. Dans chaque pays. Voilà. Okay. Et l'idée naît donc de créer aussi le réseau. Donc, on crée le réseau. À l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale. Ça, vous avez dit en quelle année? En 2010. 2010 à Kigali, au Rwanda. Ok. Non, au Burundi. Ah, d'accord. Au Burundi, on a la réunion et on dit qu'on va créer le réseau. Ok. Donc, ça, c'est la prise de décision. Oui. À Kigali, on y va, et moi, je n'étais pas. Ils créent le réseau et ils me lisent secrétaire chargé du plaidoyer. Ok. Et ils lisent un coordinateur. Et on dit, bon, pour le moment, le coordinateur, comme il est de la RDC, que le réseau aille en RDC. Donc, on a un siège à Bukavu. Ok. On peine à avoir... il s'avère que notre coordinateur est juge, Baudouin Kipaka. Okay. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Et les Nations Unies et l'Union africaine et tout le monde commence à penser qu'un juge ne peut pas être là. Donc, il faut qu'on revoie comment le REDAC va fonctionner. Pendant ce temps, moi, en tant que secrétaire chargé du plaidoyer, j'ai fait tout le monde entier pour, n'est-ce pas, vendre l'idée. Donc, c'est comme ça qu'on tient donc en avril 2010, au Congo-Brazzaville, une assemblée générale extraordinaire. Et c'est là qu'on qu'on vous copte, on peut le dire ainsi. Non, que je mute. Donc, on sort, le coordinateur ne peut plus devenir coordinateur parce que les juges ont dit donc à l'unanimité que c'est moi qui dois porter le REDAC. Malgré mes réticences, parce que je vais vous dire la vérité, je ne me sentais pas capable. Bon, mais tout à l'unanimité, on a dit on va vous accompagner et on n'avait pas un rond. Donc, j'arrive ici. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je m'en vais rencontrer. J'ai d'abord rencontré Madame Ekwe Henriette. Ça n'a pas prospéré. Parce que je voulais, syndicaliste, voilà, je voulais qu'elle devienne PCA. Parce que j'avais voulu qu'il y ait quelqu'un de fort. Forte voix, de forte tête. Parce que je ne me sentais pas à ce moment-là capable. Après, je pars voir Feu Suzanne Kalalobé. Elle aussi, elle me dit elle a beaucoup de choses à faire. C'est comme ça que je me rends compte que je connais Maître Alice Com. Elle et moi, on s'est déjà rencontrés à un séminaire que j'avais organisé. Elle est venue et on avait échangé. Je suis allée à son bureau. Je lui ai dit, voilà ce qu'on vient de me donner au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas par où commencer. Mais elle me dit, mais comment? Si quelqu'un comme toi va à la chasse, va tuer un éléphant, amène ça ici, on va dépecer. Donc c'est comme ça qu'on se met, on fait les statuts, parce qu'elle est juriste. Exact. Donc je lui donne le nom, je lui dis réseau des défenseurs, elle fait les statuts, elle pilote tout ça, elle met
mon nom en me disant, bon, comme c'est les statuts, comme nous faut juste d'abord le récépissé, je vais mettre ton nom président et les autres. Donc comme ça, on a le récépissé. Après, on va faire l'Assemblée générale. C'est notre truc interne. Nous allons continuer à travailler. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, dès qu'on a eu... en quelle année? 2010. D'accord. Juin 2010. Dès qu'on a eu notre récépissé, nous avons organisé l'Assemblée générale. Les membres des autres pays sont venus ici. Le récépissé, les statuts sont au réseau des défenseurs. Environ combien de personnes? On était au moins une vingtaine. D'accord. Donc nous avons fait l'Assemblée générale. Donc on a mis en place le conseil d'administration et moi je suis devenue directrice exécutive. Ce qui était normal parce que c'est comme ça que ça allait être. Donc on a déposé les statuts. On nous a donné un récépissé qui était réseau des organisations de défense des droits humains. Comme vous voyez aujourd'hui qu'il y a une ambiguïté. En fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Je voudrais dire ça ici. En 2014, on fait l'Assemblée générale et on fait le procès verbal qu'on dépose à la préfecture avec les statuts qui sont là. Statut du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. C'est-à-dire ce qu'on a déposé en 2010, on redépose en 2014 avec notre procès verbal. Et le procès verbal, nous disons, permettez-moi de vous lire ça parce que c'est très important. Nous disons, au cours des débats, il a été décidé de renforcer la promotion du REDAC dans les différents. De même, l'Assemblée a pris la résolution de prendre des mesures. Bon, bref, l'Assemblée est revenue sur la dénomination officielle telle que mentionnée dans le récépissé de déclaration d'association. On donne la récépissé. Attendu que le nom de l'association tel que mentionné dans le récépissé est Réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, notant que pour être cohérent avec les autres réseaux sous-régionaux de défense des droits des défenseurs couverts par le réseau panafricain, c'est-à-dire que nous avons un réseau qui est un qui réseau, vous regroupe toutes les associations sous-régionales. Tous les réseaux des 5. D'accord. Notant que le mandat du REDAC s'est étendu à d'autres entités telles que les journalistes et autres défenseurs vulnérables, l'Assemblée générale a décidé de modifier le nom Réseau d'organisation de défense en Afrique centrale en Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Une correspondance devra ainsi être faite au préfet du Vouri dans les 2 mois pour information telle que recommandée par l'article 7, alinéa 2 de la loi 90-53 du 19 décembre 90 portant sur la liberté d'association. Il s'agit d'une mutation de nom. Oui. Vous avez fait la correspondance. Oui, ce n'est pas une mutation, c'est une information. Pour dire que ce que vous nous avez donné là... Réseau organisation au départ. C'est pas ce que nous avions vraiment demandé. Donc on fait on a fait la correspondance qu'on a déposée. Exact. Nous ne pouvons pas aujourd'hui... parce que nous sommes scellés, mais vous savez, à la préfecture, on ne décharge que sur les registres. Exact. Donc, nous n'avons pas eu de document disant que non. Parce que comme c'était une information, nous avons continué à fonctionner avec cela. Et personne, même aucune autorité ne nous a jamais posé un problème. Puisque nous avons été invités moi j'ai été, par exemple, comme j'ai donné des cours, n'est-ce pas, à l'école de guerre de Simbok, par réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, sur les droits de l'homme et du terrorisme. En fait, vous voulez dire que c'est une dénomination qui est reconnue, y compris par l'administration. Bien entendu, je n'ai pas terminé. Et donc, nous avons... J'ai été formatrice au ministère de la Justice sur les défenseurs avec cette dénomination. Donc, nous avons travaillé avec les autorités ici depuis 2014. Avec cette dénomination, on n'a jamais eu de problème. En 2019, nous faisons, parce que c'est tous les 4 ans que nous faisons une assemblée générale. Et en 2019, on refait une assemblée générale et on revoit les statuts sur, n'est-ce pas, les responsabilités du conseil d'administration, de la responsabilité de la DE. Et
les points focaux, directrice exécutive, et les points focaux qui sont devenus, n'est-ce pas, qui sont devenus les coalitions. Là encore, on écrit au préfet, mais là, je suis allé retrouver comment on appelle ça, j'ai retrouvé la lettre que nous avons écrite au préfet le Douala 6 janvier 2020, le préfet du département de Mbutu. Attention à M. Benjamin Mbutu, où on lui dit, conformément à l'article 7, au cours de ces assises, renouveler sa direction, modifier les statuts. Et on a dit, PG, point joindre, quitus du conseil d'administration à la directrice, liste des membres de la nouvelle direction, statut du rédac, récépissé de déclaration. Puisqu'ils nous ont donné même le récépissé de déclaration sur le réseau des défenseurs. Comment on peut vous donner? Nous avons partout où nous sommes partis pour faire comment on appelle ça, nos activités ici. Nous avons les récépissés réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Que ce soit au niveau de l'Ouest, de l'Est, nous pouvons ressortir ces documents-là. Donc, maintenant, s'il y a eu pas une bonne transmission entre l'administration, ça ne peut pas être la faute du rédac. C'est pour cela que nous sommes sereins et nous disons que les incompréhensions comme ça peuvent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Le réseau des organisations est devenu le rédac. La preuve, quand vous regardez le réseau des organisations, on met entre guillemets rédac. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ça ne vient pas de nous. Parce que le rédac, le récépissé du rédac, qui est le réseau des organisations de défense des droits en Afrique centrale, ne peut pas être abrégé rédac. Donc, il y a eu, ça arrive qu'il y ait ces incompréhensions. C'est pour ça que nous, en tant que des personnes, des juristes, parce que nous avons quand même des grands juristes, même le président du conseil d'administration aujourd'hui, nous avons tenu à chaque fois de déposer, de réécrire et de faire reconnaître. D'ailleurs, c'est parce qu'on a fait tout ça que nous avons pu obtenir auprès de la Commission africaine des droits de l'homme, n'est-ce pas, notre statut d'observateur, qui est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Donc je pense que c'est un gros malentendu qui a été créé soit par les collaborateurs, n'est-ce pas, du ministre, soit peut-être parce qu'il n'y a pas eu une fluidité d'information, mais il faut que tout le monde se calme et qu'on revienne dans les bons sentiments, parce qu'en réalité, le rédac travaille parce que le président de la République, n'est-ce pas, a ratifié des conventions. Le Cameroun est membre des Nations Unies. Le Cameroun est signataire de la charte. On ne peut pas être signataire de la charte, membre des Nations Unies, et penser qu'on ne peut pas avoir des associations. Donc voilà un peu le rédac. L'organigramme est connu. Il y a 17 membres du conseil d'administration. La liste a été déposée. Comme je vous ai dit, la lettre est là qu'on a déposée. Sur l'organigramme, comment est-ce que vous êtes structuré? Il y a le conseil d'administration. D'accord. Ils sont 17 membres. Les différents pays. Oui, et le Cameroun en a au moins 7 seuls. Parce que j'ai entendu beaucoup des informations pas justes, hein, où on dit que bon, c'est une association, les Camerounais ne sont pas nombreux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plus de 8 Camerounais au conseil d'administration. Okay. Je peux vous les citer. Il y a le sénateur Ngayab, quand même. Le sénateur Ngayab, comme je dis, Ngayab de l'UNDP. Oui, quand je dis quand même aux gens, on ne peut pas avoir mieux qu'un sénateur qui est nommé par le président de la République et chercher. Il ne peut pas entrer dans une association, n'est-ce pas, qui n'est pas sérieux. Qui n'est pas sérieux. Qui fait du trafic, du terrorisme, qui fait du blanchiment d'argent. Alors qu'il est nommé et tout le temps, il est reconduit, n'est-ce pas, par un décret du président de la République. D'accord. Il y a d'autres. Hein, qui sont les autres membres? Vous pouvez les citer. Hein, oui, il y a Philippe Nanga qui est conseiller. Il y a Gladys Bouya, c'est une avocate qui est du sud-ouest qui est conseiller. Il y a Azibazé qui est conseiller. Il y a Kamgen qui est conseiller. Il y a qui d'autres que j'ai oublié. Bon, ils sont, bref, de toute façon, ils sont 7. Mais je peux... Et le conseil d'administration fonctionne comment? Ils ont des
des séances statutaires, des rencontres. Oui, en avril, là, ils ont fait vous étiez là, nous avons fait la pose de la première pierre de notre centre. Et nous pensons que quand tout ça sera fini, on pourra au moins doter, n'est-ce pas, ce centre de référence de l'Afrique centrale au Cameroun. Parce que nous devons, la société civile n'est pas seulement celle qui parle, mais celle aussi qui peut donner les actes pour que les chercheurs, pour que demain, même le gouvernement, les autorités, même quand ils sont à la retraite, qui viennent se ressourcer, qui viennent voir un peu. D'accord. Voilà. À côté du conseil d'administration, il y a d'autres instances. Quelles sont-elles permanent. Et quelles sont leurs activités? Le conseil d'administration, c'est lui qui supervise. L'Assemblée générale. D'accord, après conseil. Le conseil d'administration nomme le directeur. En principe, je suis un personnel. Ok. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas, ils disent, la présidente, le chef. Non, je suis nommé, donc je peux être. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils sont là, ils examinent les comptes, les ceci, les cela. Ils me donnent un quitus pour, si c'est bon, après examen, et ils peuvent m'enlever s'ils pensent que je n'ai pas fait. Donc, il n'y a pas de limitation de mandat? Non, il n'y a pas. C'est sur l'appréciation du travail que vous faites? Tout à fait. Donc il y a l'Assemblée générale. Et c'est eux qui répondent devant les autorités, c'est eux qui ont modifié cet article en 2019. Lorsqu'il y a des problèmes qui émanent, n'est-ce pas, comme vous avez vu la dernière fois, ce n'est pas le personnel qui répond parce qu'on peut me révoquer en un moment, c'est eux qui répondent parce que c'est leur prérogative. Alors, comment assurez-vous la coordination entre les différents bureaux du REDAC en Afrique centrale? En fait, nous avons devant le secrétariat permanent. Okay. Je voudrais quand même dire que cette fermeture du REDAC a fait beaucoup de peine aux jeunes Camerounais qui avaient un petit travail. Environ combien? 8 au Cameroun. qui ont quand même un petit travail qui fasse que j'aide aussi certains. Vous savez comment aujourd'hui, monsieur député, avoir un petit travail. Et je voudrais dire que ce n'est pas l'argent qu'on va chercher au gouvernement. C'est l'argent que nous essayons d'aller prendre chez les autres pour aider le chômage du gouvernement. Donc, je pense qu'on n'aurait pas dû sceller le REDAC, on aurait dû peut-être suspendre et laisser ces enfants-là continuer au moins, n'est-ce pas, à travailler. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup peiné parce que c'est des jeunes, c'est moi qui je suis avec eux tout le temps. Certains ont commencé avec 40 000 francs au REDAC et j'ai vu comment ils ont peut-être 100 000 aujourd'hui, n'est-ce pas, leur mettre dans ce genre de stress. Je pense que nous sommes les humains, il faut que chacun se calme et qu'on sache que ces enfants ont besoin, n'est-ce pas? Et à partir de ces enfants, vous savez combien de familles bénéficient de ces 100 000 francs, ou bien de ces 150 000 francs. Ce n'est pas juste. Vous parlez argent, parlons donc de ce qui fâche. Donc, dans les autres, on va y arriver. Dans les autres pays, on a ce qu'on appelle des coalitions. Même le Cameroun a une coalition. Indépendamment du secrétaire permanent, il y a une coalition qui est dirigée par... En fait, c'est la structure locale. Oui, c'est la structure locale. Okay. C'est une coalition qui a été mise en place, comme on a mis les coalitions dans les autres pays, et à qui on a doté du matériel pour qu'ils travaillent au moins. Et chaque fin du mois, on leur donne un accompagnement pour au moins avoir des locaux. Ce ne sont pas... On ne leur donne pas d'argent comme ça, mais on leur donne du matériel et un peu pour payer le transport, pour payer, pour accompagner peut-être les défenseurs en danger, pour nous faire des rapports aussi, parce qu'on ne peut pas être, le secrétaire permanent ne peut pas être tout le temps là-bas. Donc voilà comment on consiste leur travail. Ils vont sur le terrain, ils font des enquêtes. C'est le relais. Ils sont le relais entre eux sur le terrain et le secrétaire permanent qui doit après maintenant mettre tout en marche et discuter avec le conseil d'administration avant tout, si on veut publier. C'est comme ça dans tous les autres pays. Je veux dire, vous avez les rapports des autres pays, parce qu'on entend parler du REDAC au Cameroun, on a l'impression que c'est une histoire de Alice Tom mais c'est parce qu'on veut au Cameroun faire cela. Lorsque nous avons eu des problèmes là, des coalitions sont montées au créneau, les membres du conseil d'administration, non, nous avons des coalitions et ça marche très bien. Pendant qu'on a dit ici que nous ne devons pas exercer, nous sommes allés faire au Tchad la formation, parce qu'au Tchad, on ne nous a pas empêché d'exister. Donc, avec le gouvernement tchadien, nous sommes en phase, nous avons fait la formation pour les élections du 29 décembre. Voilà. Je suis allé en RCA,
où j'ai rencontré, n'est-ce pas, la MINUSCA m'avait invité pour une synergie d'action avec les autorités. J'ai discuté avec les parlementaires, j'ai discuté avec le gouvernement, le ministre de la Justice, et pour la nécessité d'adopter la loi. Et dès que je suis partie, le lendemain, ils ont adopté la loi. Donc, c'est comme si nous travaillons en synergie avec les autorités, avec toutes les parties prenantes et sur ces questions-là. Mais nos coalitions sont des relais. Donc, comme c'est eux qui sont sur le terrain, il faut quand même que les gens qui sont sur le terrain, c'est eux qui parlent d'eux-mêmes et que nous soyons sûrement là pour, n'est-ce pas, accompagner. En quelques mots, dans cette dizaine d'années, si on peut retenir quelques réalisations du REDAC, on dira que le REDAC a fait quoi? Qu'est-ce qui peut justifier votre détermination à poursuivre vos activités en Afrique centrale? La première chose, le REDAC a été parmi les organisations qui ont accompagné le gouvernement de la Centrafrique pour la signature de cessez-le-feu. Personne n'y a cru. Le REDAC était là-dedans. Le REDAC a été avec le gouvernement centrafricain pour la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. On a même les membres qui sont les membres du REDAC, y compris ceux qui sont membres du conseil d'administration, qui sont aujourd'hui membres de cette commission. Le REDAC a fait adopter en RDC la loi portant la protection des défenseurs. Le REDAC vient de faire adopter en RCA la protection des défenseurs. Le REDAC a accompagné les autorités tchadiennes lors de l'élection présidentielle pour une élection apaisée. C'était très tendu avec nos formations. Le REDAC, ici au Cameroun, a accompagné le gouvernement camerounais dans la formation sur les droits de l'homme, dans la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord, à l'école de Simbok. C'est clair et net. Le REDAC a accompagné le ministre de la Justice ici dans la formation sur les défenseurs. Le REDAC est en train de travailler avec les Nations Unies ici pour mettre en place le réseau des femmes défenseurs en Afrique centrale. Le REDAC, avec le gouvernement canadien, a travaillé au niveau de l'Afrique centrale pour la cohésion sociale. Aujourd'hui, tout le monde parle de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale. C'est le leitmotiv du REDAC depuis au moins 2017. Donc nous avons pu obtenir des fonds, on va y arriver là tout à l'heure, et nous avons mis en place des clubs de paix. Aujourd'hui, avec l'autonomisation des jeunes filles et femmes, nous avons organisé les dialogues intercommunautaires, où nous avons pu obtenir la participation de tout le monde, y compris des autorités. Moi, je me rappelle toujours quand on était à l'extrême nord, j'ai été reçu par le gouverneur de l'extrême nord, qui a fait même venir, oui, un monsieur très très correct, qui a même fait venir et je voulais lui dire merci, qui a fait venir les médias pour qu'on parle de ça. Il a dit, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Nous avons reçu les lamidos. Nous sommes allés à l'ouest, par exemple, à Baham. Vous savez que le chef Baham, c'est aussi un sénateur. Nous avons organisé un grand dialogue intercommunautaire. Il y avait 5 chefs et il y avait le représentant du gouverneur, le préfet, autres qui ont plaidé devant, n'est-ce pas, l'ambassade Canada le jour-là, qu'il faut qu'on multiplie ce genre d'activité, parce que c'est ça qui amorce, n'est-ce pas, la tension sur le terrain. Nous sommes allés à l'Est. Nous avons été reçus par le gouverneur de l'Est, en Gaoun. Donc nous avons tout, et au Tchad, la même chose, hein, en RCA. Donc, les clubs de paix aujourd'hui marchent. Nous avons pu créer un club de paix qui est animé par l'Irak, qui aujourd'hui travaille avec les autorités à Bafoussam, qui font des activités, et à l'Est, évidemment. Donc nous avons impacté aujourd'hui sur la cohésion sociale, sur la recherche de la paix, sur l'engagement de la jeune fille, sur la protection. Nous avons protégé aussi, nous avons observé les procès, parce que c'est ça souvent qui dérange, hein, parce que c'est ça qui dérange. Mais nous ne pouvons pas ne pas le faire, parce que c'est aussi notre mission. Et nous avons formé des milliers de filles de défenseurs. Nous avons élaboré des manuels. La dernière activité en date, le 27 novembre, nous avons organisé ici la restitution de notre rapport sur les femmes défenseurs au Cameroun et au Tchad, et le gouverneur a envoyé son représentant. Il y avait le consul général, il y avait même l'armée, et on a donné
à certaines jeunes filles, à certaines femmes, n'est-ce pas, le plus courage pour dire il faut quand même que nous compensions aussi. Il ne faut pas que c'est les autres qui nous donnent, nous aussi, comme on a la capacité, on peut leur donner. Et ce qui a surpris tout le monde, que le 27 novembre, au moment où c'était quelque chose de grandiose, d'une collaboration extrême, on a été surpris, tout le monde, de constater sur les réseaux sociaux ce que vous avez vu là. Au point où tout le monde qui était à cette activité-là m'appelait pour me dire mais qu'est-ce qu'il y a, moi-même je leur ai dit je ne sais pas de quoi il est question, vous pouvez imaginer. Donc voilà ce que quels ont été... Et au Cameroun, nous avons pu déposer depuis 2021 un projet de loi portant la protection des défenseurs. Et nous travaillons aussi avec la Commission nationale des droits de l'homme et des peuples sur le monitoring et sur le suivi des cas. Donc, c'est connu nos activités. Sur le nord-ouest et le sud-ouest, qu'avez-vous fait? Sur le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons fait le monitoring des cas de violation des droits humains. Nous avons condamné, comme vous le savez, n'en déplaise à ce que les gens, parce que quand ils sont de mauvaise foi, et nous ne pouvons pas ne pas refuser, vous ne pouvez pas enlever les gens quand ils sont de mauvaise foi. Nous avons condamné et les séparatistes lorsqu'ils faisaient des exactions et les autorités. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons fait un mémorandum comme pour dire que voilà ce que nous pensons. Si on fait comme ça, le Cameroun... En fait, vos propositions de sortie de crise. De crise. Mais au-delà de la crise, de la réconciliation au Cameroun. Parce que nous avons aussi fait ce qu'on appelle... Nous sommes allés faire... nous avons constaté les propos haineux en ligne et hors ligne. Et nous avons fait avec Feu Suzanne, nous avons fait des documentaires. Nous sommes allés sur le terrain. Vous avez projeté ça ici. Nous sommes allés voir les lycées. Le lycée de Nebel et le lycée on a choisi les deux, le lycée d'Aïdo, nous ont accueillis et nous avons distribué, nous avons parlé de ces propos haineux, comment il faut sortir des propos haineux. Donc c'est des activités connues et avec des impacts. Et où je me rappellerai encore, ces deux voyantes proviseurs nous ont dit, si vous pouvez venir nous apporter une bibliothèque ici qui parle seulement de la lutte contre les propos haineux. Donc, et nous avons donc un document, nous avons déposé ça un peu partout, de notre vision de la sortie globale de la crise, d'abord du nord-ouest, sud-ouest, mais de l'ensemble de la situation sociopolitique qui est tendue aujourd'hui, parce que nous pensons que nous devons d'abord nous réconcilier, n'est-ce pas, et nous en avons besoin, parce que les tensions, le tribalisme, on le veuille ou pas, la montée du tribalisme, le repli identitaire, les propos haineux, font qu'il n'y a plus de sérénité. Et donc nous pensions qu'aller aux élections, c'était notre point de vue. Aller aux élections sans vraiment s'asseoir, comme on peut dire même dans une maison, que nous pouvons nous asseoir, nous pouvons discuter d'abord et voir comment nous devons y aller. C'était notre proposition et elle reste d'actualité. Nous l'avons déposée, par exemple, chez le Cléda, chez le Monseigneur Cléda, chez les autorités aussi, ils se reconnaissent. Alors, nous l'avons envoyé chez le PM, nous l'avons envoyé un peu partout. Qui sont vos partenaires? Alors, je vais vous dire, j'ai entendu parler de 16 milliards. On va y arriver. Nos partenaires sont les gouvernements des pays amis du Cameroun. Il y a 2, 3 qui sont nos grands partenaires. Il y a le gouvernement canadien qui nous donne par son programme pour la stabilisation et les opérations pour la paix, nous finance depuis 2021. Il y a les fonds, il y a les Nations Unies. Les Nations Unies, ils ont des fonds qu'ils appellent les fonds des Nations Unies pour la démocratie, UNDEF, les Nations Unies. Et je vais vous dire, le jour où on a fermé le REDAC, nous devions avoir une activité le 10 décembre à Yaoundé avec les Nations Unies. On a fermé le 6. On a fermé le 6. Non, le 6, oui, mais c'était le lundi. Malgré, les Nations Unies ont demandé de surseoir et de laisser, parce que ce sont leurs fonds, de laisser. Vous pouvez imaginer,
je pense et je dis, le président Paul-Biya ne peut pas laisser les choses comme ça parce que on sait quand même comment il est imbu de lui-même sur ce qu'on appelle le Cameroun à l'extérieur. Il ne peut pas accepter que les Nations Unies soient en train d'organiser une manifestation qu'ils ont financée et qu'on ne laisse pas faire. Donc les Nations Unies, il y a l'ambassade des États-Unis, il y a Pain pour le monde, c'était les fonds du gouvernement allemand, il y a l'ambassade de la Grande-Bretagne, il y a l'ambassade de France, et à côté, il y a des petites organisations comme Organisation mondiale contre la torture qui donnent des petites sommes pour, comme vous le savez, pour les défenseurs en danger, les journalistes. Il y a Civicus, c'est la même chose. Il y a Civil Rights, donc c'est des gens qui donnent des petits fonds lorsque un défenseur est en danger. Donc les 1,5 million, c'est one way. Donc voilà, mais nos grands partenaires, il y a la National Endowment for Democracy, et tout le monde sait que c'est le gouvernement américain, il y a le gouvernement canadien, il y a le gouvernement, il y a les Nations Unies, il y a le gouvernement allemand, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France. Quels sont vos mécanismes de financement, Gombe? C'est facile. C'est-à-dire que, comme je disais la dernière fois, on est au moins 500 organisations. Comme nous ne pouvons pas avoir de financement, vous devez écrire un projet. D'accord. Et écrire un projet, M. Dipita, ce n'est pas venir, comme votre métier est difficile, de notre aussi difficile. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est facile. Pour écrire un projet, qu'il cadre, qu'il soit accepté, il faut d'abord que ça cadre avec ce que le gouvernement camerounais fait. Parce que je vous ai dit que les gens qui financent ici, c'est le gouvernement ami et c'est les Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent pas venir donner des financements à une organisation qui est en contradiction avec son gouvernement. Donc, vous écrivez un projet. Les négociations peuvent tenir sur 1 an. 1 an. Et lorsque le projet est accepté, on ne vous donne pas l'argent comme ça, monsieur Dipita. On vous donne une partie d'argent peut-être pour 4 mois, et généralement c'est pour 4 mois, un trimestre. Vous finissez, vous envoyez les rapports financiers avec les justificatifs, et vous envoyez, n'est-ce pas, le rapport narratif. Et on envoie ça pour évaluation, et on vous redit que, ok, c'est bon pour décaisser la suite. Donc, et ça, ce n'est pas l'argent qui entre dans les poches. C'est que tu dis, je vais faire l'activité, par exemple, je vais faire le dialogue intercommunautaire à l'Est. J'ai 50 personnes. Voilà, je donne ceci. Ou alors, je veux rédiger le manuel, élaborer un manuel. J'ai 2 experts, 3 experts, experts seniors, experts ceci. Tu expliques, tu dis pourquoi et comment, quels sont les... Et eux, ils ont même allé jusqu'à nous imposer, et nous avons fait, acheter un logiciel pour lutter contre le blanchiment d'argent et le truc qui traque quand on vous donne l'argent. Vous luttez aussi contre le blanchiment d'argent, puisque vous êtes... bref. Non, mais je suis en train de vous le dire. Allez-y. Il s'appelle Lexud. Tout le monde peut aller regarder. Ça coûte dans les 2500 €. Donc vous êtes obligé tous les ans de l'avoir pour traquer. C'est-à-dire, si je vous donne 50 000, monsieur Dipita, si vous êtes sur la liste des gens qui sont... ce logiciel-là me ressort votre nom. Vous pouvez en moyenne recevoir quel montant annuel? Je peux m'aller loin. Je veux dire, si vous faites le bilan depuis que vous êtes en activité. Non, c'est pas difficile, monsieur. D'accord. C'est pas... Vous estimez que vous avez reçu combien de milliards? Je n'estime pas. Je vais vous dire. 2021, n'est-ce pas? On a dit qu'il y a un truc de la NIF en 2021. Exact. Le rapport de la NIF. Le REDAC a reçu 216 626 000. En 2021. En 2021. 216 millions, c'est pas petit non plus. Et quand je dis, ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on a 16 pays, 8 pays de l'Afrique centrale... Vous repartissez cet argent comment? Par rapport aux activités. Ok. En fait, le REDAC, comme ce n'est pas une association qui s'occupe seulement par exemple, d'une localité, les pays doivent être dedans.
Donc, la RDC... Dans les 216 millions, c'est pour tous les pays? Oui. D'accord. Et c'est pas seulement pour le Cameroun? Non. Et c'est pour tous nos partenaires qui nous ont donné l'argent. D'accord? Donc, quand vous répartissez en 7 pays, et en même temps que vous payez les loyers... Le fonctionnement quotidien. Le fonctionnement quotidien. Et en même temps, vous avez les défenseurs qui sont en danger, pour lesquels vous devez peut-être aider. Vous voyez que c'est rien. Si vous voulez, faites le ratio. Vous pouvez le faire là, tout de suite, devant les gens. Donc, en moyenne, vous avez 200 millions par an? Non, ça dépend. D'accord. En 2022? En 2023, nous avons reçu 236 millions. OK. D'accord? Nous ne sommes pas là pour faire à ce que les chiffres se baladent. Et nous avons reçu ça pourquoi en 2022? Parce que nous avons deux partenaires. C'est-à-dire que le fonds gouvernement canadien, parce qu'on a fait notre premier projet, ils ont été tellement satisfaits qu'ils ont augmenté le budget. C'est pour cela que ça a un peu monté, n'est-ce pas? Et ils ont ajouté des pays. En 2023, nous avons reçu 341 millions. OK. Et voilà, en 2024, 420 millions. Voilà, M. Dipita, depuis pratiquement depuis 4 ans. Si vous faites la somme, on ne peut pas dire que vous avez déjà reçu 1 milliard. Non, vous ne pouvez pas dire que nous avons reçu 1 milliard. Et même si on a reçu 1 milliard, quand tu as reçu 1 milliard en 4 ans, et quand vous venez vous sortir 16 milliards, et quand on vous dit, et même dans cet argent-là, il y a les organisations payées ici, qui sont les co-demandeurs. Ça ne se passe pas comme ça. On ne donne... C'est-à-dire qu'il y a les co-demandeurs. Vous allez peut-être avoir le NDH que vous allez ajouter là. Vous allez avoir peut-être COFEDEF. Vous allez avoir peut-être Tchada. Ce n'est pas une somme... Toujours dans les 216 milliards annuels. Pas 216 milliards. Ah, pardon, millions, pardon. Bon, mais oui. En fait... Mais oui. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Comment on appelle ça, les contrats sont là. Et chacun a sa part. Tu vas voir, chacun a sa part. Mais comment vous, au niveau interne, vous assurez la transparence de la gestion de ces fonds? Les audits, tous les ans. Par vos bailleurs de fonds? Ils font leurs audits, nous faisons aussi nos audits. Par des cabinets externes? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Le président du conseil d'administration met un auditeur en... C'est pas la directrice qui va faire l'audit quand même. Le conseil d'administration, le président met un auditeur pour venir auditer. Et les bailleurs aussi auditent leurs comptes. Quand ils auditent et que c'est bon, ils vous disent que c'est bon. Ils vous écrivent. Ils vous envoient des félicitations. Nous avons terminé l'audit de votre projet. Nous pouvons vous demander de clôturer. Vous pouvez garder les pièces pendant 5 ans. Si on en a besoin, ou alors après vous pouvez comment on appelle ça, les détruire, les archiver si vous voulez. Si ça vous voulez. Nous on archive parce qu'on se dit quand on va avoir le centre, c'est quand même un parcours de démontrer comment on est parti de rien pour arriver à cela. Donc voilà. Bon. Êtes-vous surprise de la déclaration du ministre de l'administration territoriale qui dit que vous faites partie des organisations... En laps de temps, 2 ans. Qui en un laps de temps, vous avez reçu 16 milliards. Il a dit en 2 ans. Donc en réalité, 2023... Selon un rapport, encore que lui-même il cite un rapport de l'ANIF. Donc... Non, notre rapport, nous sommes en 2021. D'accord. Et je vous ai donné le chiffre 2021, M. Dipita. C'est vérifiable. Vous voulez que je vous dise qui a donné l'argent? Oui, qui a donné et qu'est-ce que cet argent fait? On revient. National Endowment for Democracy a donné 54 millions, c'est les États-Unis. Programme pour la stabilisation, gouvernement canadien a donné 107 millions. C'est pour 4 pays. Pain pour le monde, c'était aussi pour 53 millions. C'est ça qui a fait des... Et ça a financé quoi précisément cette année-là? Les clubs de paix, beaucoup de dialogue intercommunautaire, Pain pour le monde et gouvernement canadien, beaucoup
de dialogue intercommunautaire, l'élaboration des manuels, la formation des jeunes filles et femmes défenseurs, le monitoring des élections en RCA, donc, et notre participation à la Commission africaine des droits de l'homme à Genève pour le suivi. Donc voilà ce que ça a financé. D'accord. Voilà. Donc vous êtes surprise de... On était un peu... Du compte rendu du rapport de la NIF de 16 milliards. Non, on n'a pas le compte rendu de la NIF, je ne sais pas, on attend toujours. Parce que donc de ce qu'en fait de la déclaration du MINAT. Oui, non, mais on n'a pas eu... Ce que je veux dire, c'est qu'on était quand même surprise parce que si... on était surpris sur deux choses. Parce que vous vous rappelez que quand il y a eu l'affaire Ngarbour, le ministre avait dit qu'on avait 5 milliards avec Equinox et autres, et il nous demandait de lui apporter les justifs. Nous avons, à cette époque-là, nous avons apporté tout ce que nous avons reçu. Nous avons déposé, y compris tous les documents du REDAC. Alors, c'est parti de 5 milliards aujourd'hui à 16 milliards. C'était une grande surprise, sauf surtout qu'on ne donne pas le ratio de chacun. On dit cela, par exemple, le REDAC en 2 ans. En 2 ans, le REDAC n'a pas reçu 1 milliard. En 2 ans. Donc vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? Comment? Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Alors, il y a quand même autre... Non, c'est pas. En 2 ans, nous avons reçu 773 milliards, 773 millions, monsieur Dipita. En 2 ans. Et il y a aussi... Donc, non, c'est pas... Je voudrais simplement dire, j'ajoute ça pour dire à monsieur le ministre que nous sommes obligés de travailler ensemble. Et que lorsqu'il a des informations, nous avons un siège, il peut même envoyer toute une équipe. Alors, il peut même nous appeler pour nous dire des informations, si. Dans la cohésion, dans la paix que nous recherchons tous, venez, on s'explique. Et c'est lorsqu'on ne sait pas expliquer qu'il peut dire, bon, elles ne se sont pas expliquées, voilà ce que... Il peut y avoir des manquements, même de notre part, en disant, bon, peut-être que nous ne donnons pas les rapports. Est-ce que justement, je voulais vous demander... non, laissez-moi terminer. D'accord. Parce que nous sommes 500 000, on y a au moins 50 000 associations, monsieur Dipita. Vous pensez que toutes les associations déposent chacun... Ne parlez pas pour toutes les autres. Je parle pour le Cameroun. Non, pour vous, le REDAC. Est-ce que vous déposez systématiquement des rapports? Non, est-ce qu'il nous a demandé... Est-ce que la loi le demande d'abord? Non, la loi 90 ne nous demande pas. D'accord. Mais dans les rapports conviviaux, nous n'avons aucun problème. S'il écrit même que, s'il vous plaît, chaque année, j'ai besoin d'avoir vos rapports. Vraiment, ou alors déposer chez le préfet, ou bien venir me déposer. Où est le problème? Alors, depuis la suspension, vous avez fait des actions dans ce sens-là, vous avez fait déposer des rapports, puisqu'il a demandé un certain nombre d'éléments. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on... il faut ouvrir les bureaux. Ce que je vous donne là, c'est parce qu'au moins, nous avons dans nos petits laptops, parce que même les ordinateurs sont dedans. En fait, toute la documentation est scellée, est sous-scellée. Oui. C'est pas sous-scellé. Non, les portes sont scellées. Voilà. Mais toute la documentation à l'intérieur. Il a dit qu'on amène ça au plus tard, fin janvier. Nous sommes disposés. À condition qu'on nous... Non, ce n'est pas une condition. Nous ne sommes pas dans un bras de fer. Sinon, on lui donnera ce qu'on a retrouvé dans nos Mais à côté de cela, vous n'êtes pas sans l'ignorer, il y a une suspicion de financement illicite et de blanchiment d'argent. Et ils vont, je veux dire, c'est même aller plus loin, des rencontres supposées, je parle au conditionnel, il y aurait eu des rencontres avec des financiers de la crise anglophone. Non, monsieur le député, allons pas à pas. D'accord. Je vous ai donné le montant du REDAC. OK. Vous pensez que ce montant peut financer le terrorisme? Moi, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas comment ça se finance. Je ne sais pas comment fonctionne. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment fonctionne le financement du terrorisme. J'ai entendu ici que c'est les gens qui ont des milliards. qu'en par semaine, il leur faut au moins 1 milliard. Mais en même temps, si on a 200 millions et qu'on achète même une Kalachnikov, ça peut aider aussi là-bas. Mais on achète une Kalachnikov avec comment on appelle ça, avec comment on appelle ça, avec
Vous avez toute... En d'autres termes, vous ne vous reconnaissez pas dans ces accusations de blanchiment je vous ai dit, et de financement. Donc vous voulez dire que le gouvernement canadien nous donne l'argent pour financer le terrorisme? Bah vous savez, bon, je ne le dis pas, mais je veux dire que... je suis en train de dire... Je veux dire qu'il y a une suspicion autour d'un ensemble d'acteurs. Je vous ai dit nos finances. Et puis le gouvernement canadien peut vous donner pour des activités nobles. Mais sait-on jamais... Quand vous renvoyez les rapports, ils vous disent... Nous sommes vraiment très contents. Mais pourquoi spontanément vous renvoyez les rapports à vos partenaires, mais vous ne le faites pas au gouvernement camerounais? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Comment tu peux... Vous me donnez votre argent. Si je prends cet argent-là... Et rendez compte aussi au gouvernement camerounais. Mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas un problème. La preuve, quand elle a demandé, on lui a donné. Il suffisait juste de nous dire, Madame la directrice, ou alors Monsieur le PCA, j'ai besoin de documents. On continue à le dire. Et je dis, dans notre façon d'être ensemble, la cohésion sociale, c'est la démarche. La démarche pour, n'est-ce pas, la paix. Hein? Ce n'est pas en jetant une association qui travaille efficacement, en jetant cette association à la vindicte populaire qu'on va avoir la paix. Alors, la suspension repose sur des accusations de financement illicite, non-respect des dispositions légales. Voilà un peu les deux grands axes. Le financement illicite, je viens de vous donner... Vous savez ce qu'on appelle le financement illicite, non? Donc, c'est-à-dire qu'il ne sait vraiment pas qu'il nous donne l'argent. Donc, je viens de vous dire. Là, au moins, il va avoir... On va peut-être aller lui montrer ça. Il peut appeler chacun des Nations Unies, le gouvernement canadien, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Il va peut-être les appeler si c'est faux. On commence d'abord par ça. D'accord? Donc là, c'est déjà évacué. Il n'y a pas de financement illicite. Maintenant, la non-conformité, je viens de vous dire, je vous ai dit tout ce que nous avons fait. D'abord administrativement. Et je continue à dire, il y a eu une mauvaise interprétation. Non, pas interprétation. Il n'y a pas eu de tout. C'est-à-dire que l'administration... Enfin, il n'y a pas eu de communication. De communication. C'est une question de communication en interne de l'administration. Je vous ai... C'est clair et net. Les documents sont là. Maintenant, pour les rapports, monsieur, je vais vous révéler quelque chose. Le maître Alice Com, la COPEC, a rencontré le ministre un jour à la... Le MINAT. Le MINAT, à l'aéroport. C'est lui-même qui a donné le numéro de téléphone à maître Alice Com, en venant l'embrasser. Elle est venue me donner... Mais il est sympathique, ce monsieur, il faut le reconnaître. Non, je ne sais pas, je ne doute pas de sa sympathie. Je suis en train de vous rêver. Et maître Alice Com lui a dit, monsieur le ministre, dorénavant, quand vous voulez faire quelque chose, s'il vous plaît, venez au moins au REDAC. Vous voyez comment ces enfants-là travaillent. Vous voyez comment nous travaillons. Vous allez voir que vous serez contents. Il a dit, c'est lui-même qui a dit. Lorsque ça s'est passé, elle a appelé au moins sa maintes reprises, n'a pas pris. Il n'est jamais venu au REDAC? Non, il n'a même pas envoyé le collaborateur, mais c'est lui qui est allé. Mais quand vous organisez vos activités, vous invitez le gouvernement quand même. Mais bien entendu, le gouverneur représente qui? Le gouverneur représente le MINAT, le président de la République. Donc nous, quand le gouverneur, je ne parle même pas seulement de celui-ci, quand le gouverneur de l'extrême nord, de l'est, du littoral, soit vient eux-mêmes ou alors envoie leur... Alors, essayons de... On a compris un peu le fonctionnement. Vous dédouanez de tout financement illicite, de blanchiment d'argent, oui, présumé. Et même de ce que je vous disais, il y a pas une bonne communication entre... D'accord, en interne. En interne, donc, nous n'avons pas de problème. Donc vous êtes victime. Cela dit, il y a donc eu le 6 décembre. Et je pense qu'il faudrait, j'en appelle ici au ministre, que dans les jours à venir, il peut envoyer ses collaborateurs pour qu'on ait une séance de travail, pour assainir tout ça. Vous avez discuté avec d'autres membres du gouvernement? Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Certains sont abasourdis. C'est de l'incompréhension totale. Pour certains. Pour d'autres, ils nous ont dit, ça va aller, restez calme, c'est un mauvais vent. Oui. Le chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il en pense?
C'est le chef du gouvernement. Le président de la République? Le président de la République, je vous ai dit que je ne suis pas sûr que le président de la République, je le dis ici parce que je suis un témoin vivant encore. Lorsque nous avons fait un garbour, vous vous rappelez, M. Dipita? Le fameux rapport. C'est lui-même qui a dit. Qui a dénoncé. Voilà, et c'est lui-même, quand à ce moment-là, on a recommencé à faire ce qu'on me fait là. J'ai eu les menaces de tous bords, y compris les menaces d'arrestation, comment on appelle ça, des convocations tous azimuts. Il a dit, allez d'abord me faire le rapport. Quand le rapport est revenu, il a dit, allez relire ça. Tout le monde m'a appelé, mon téléphone me sonnait. Vous vous rappelez, au niveau de l'extrême nord, ça a été la même chose. Il y a un journaliste de renom qui m'a reçu sur son plateau un jour à la CRTV et qui m'a fait un aveu en me disant, et je peux le citer, il s'appelle Charles Ndongo, il est directeur aujourd'hui de la CRTV. Directeur général. Bonne année, monsieur le directeur général. Qui m'avait dit à Mondo Vision que madame Maximilienne Ngombe, le président, lorsque vous passez, il demande qu'on lui donne la votre bande, parce que vous lui donnez, n'est-ce pas, des éléments pour pouvoir travailler. Et sachez que, comme vous êtes assise ici, il est en train de vous écouter. Donc, quand on vous fait ce genre de révélation à Mondo Vision, et que vous voyez aujourd'hui comment, sur les réseaux sociaux, vous êtes désemparés. D'accord. Dans un spectacle. Essayons d'évoluer. Voilà. Il y a donc le 6 décembre. Je répète, le président de la République n'a pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Avec la pose des scellés sur les portes. Moment. Mais après, la COPCA, Maître Alice Com, a brisé ces scellés. Oui. Vous étiez au Cameroun? Je n'étais pas là. Vous en avez entendu parler. Quelle était votre réaction? Non, ce n'est pas que je n'étais pas au Cameroun. Ah, vous n'étiez pas sur les lieux? Quand on voit les trucs sur les réseaux sociaux, c'est elle qui n'est pas au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Ah, d'accord. Quand on scelle. Oui, non. Quand on appose les réseaux, non. Ah, la décision d'abord. Ok, excusez-moi. Elle n'est pas là, c'est moi qui suis là. Je suis au Cameroun. Ça me tombe, je ne sais pas quoi faire. Donc, je reste. Ça, c'est quand la décision tombe? Oui, samedi. Lundi, elle arrive dimanche dans la nuit. Lundi... Elle est en Allemagne, je rappelle. Lundi, on l'appelle, elle me dit, toi, tu ne vas pas là-bas parce que ça ne te concerne pas. D'accord? Tu restes là où tu es. Tu es notre personnel. Je m'en vais voir ce qui se passe. Depuis le jour là, quand tout ce qui se passait là, je n'étais pas au rédac. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que je ne suis pas... Que vous ne la soutenez pas? Non. Vous êtes dans l'action? Mais c'est les faits. D'accord. C'est les faits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle des faits. Donc c'est pour cela que toutes les convocations, là, cet acharnement de brise, de scellés, de ceci... Alors, vous qu'est-ce que vous en pensez? Vous serez juge que vous aurez condamné Maître Alice Com d'avoir... c'est quand même un acte administratif. Non, je ne pense pas. J'ai fait une procédure administrative. Je ne pense pas. Que de sceller, même si l'acte est... selon vous, injuste, illégal, non conforme, est-ce qu'elle avait le droit? Non, ce n'est pas une question de droit ici, c'est une question de dignité humaine. D'accord. Monsieur Dipita Tongo. Est-ce qu'il n'y a pas affront à l'administration? Non, laissez-moi vous dire. C'est une question de dignité. Maître Alice Com a 80 ans. D'accord. Elle a roulé toute sa bosse pour travailler pour ce pays, et même au-delà de ce pays. Elle représente... Elle est membre des Nations, elle a le passeport des Nations Unies, donc protégée par les Nations Unies. Elle arrive un matin dans les bureaux qu'elle a construit petit à petit. Et elle, Dieu seul sait comment elle fait des efforts matin, midi, soir pour que ça marche. Elle trouve le sous-préfet. Elle trouve un commissaire de journée. Elle essaie de leur dire, ce n'est pas comme ça. Les gens qui ont orchestré tout ça auraient pu appeler le préfet, le sous-préfet, pour dire, comme elle est sur place, laissez. C'est-à-dire que c'est ça, la grandeur aussi, nos grandeurs, c'est-à-dire que protégeons ceux qui nous représentent, ceux qui ont une certaine
on ne peut pas inventer l'eau chaude, monsieur Dipita. Oui, mais l'administration en même temps ne s'est pas mise en branle sur la base de rien. Non, avant qu'on ne décèle, il y a eu beaucoup tractations. Il y a beaucoup de... La vidéo est là. Il y a eu beaucoup de discussions de ceci. Elle s'est même assise pendant 1 heure en leur disant, allez me notifier. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas de procès verbal de scellé? On est seulement venu mettre l'arrêté et sceller. Donc, je pense que, et je continue à le dire, que toutes ces convocations-là, il faut qu'on arrête ça. Ça ne grandit pas le Cameroun. Vous avez en même temps suivi les déclarations de Maître Alice Combes qui... Non, je vous m'avez posé, on est d'abord sur un truc. Oh, il faut qu'on arrête ça. Ça ne grandit pas le Cameroun, surtout lorsqu'il s'agit d'une sommité comme Maître Alice Combes. Ça ne grandit pas le Cameroun. Ça ne grandit pas le Cameroun. On pouvait même dire, moi je pense, je fais un scénario. Le préfet aurait même pu venir la voir pour dire que maman, vraiment, comme tu as scellé, va à la maison, je vais voir. Ou alors je viens te voir. Ça ne grandit pas le Cameroun. Nous n'avons plus d'autres patriarches, d'autres matriarches. On ne peut pas dire qu'on protège nos patriarches et nos matriarches. Et on traîne une femme de 80 ans comme ça. Vous voulez, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut, vraiment, qu'est-ce qu'on veut d'elle? Si on la met en prison aujourd'hui, le Cameroun... vous faites parler au cœur, c'est l'émotion. Autant l'administration c'est pas l'émotion. L'administration d'être froide au regard des faits. Justement, l'administration ne peut pas être froide sur des questions comme ça. Elle n'a pas tué, elle n'a pas fait vraiment... l'administration aussi, c'est notre administration. C'est-à-dire qu'elle est aussi à notre service pour comprendre nos douleurs. L'administration ne peut pas seulement être répressive. Elle doit comprendre aussi les douleurs des autres. Si l'administration ne comprend plus les douleurs des autres... Donc pour vous, l'acte de Maître Alice Combes est justifié? Bien entendu, elle a dit, elle l'a justifié. Et à partir du moment où elle l'a justifié, c'est là que les autres... Vous ne voyez pas un non-respect de la loi? Monsieur Dipitan Tongo, ce n'est pas la question. Je ne fais que vous dire, ne m'amenez pas sur c'est pas ça la question. La question, c'est l'individu. La question, c'est le moment. La question, c'est tout ça. Ce n'est pas la loi ou pas la loi. C'est vraiment, il y a des moments où il faut quand même qu'on fasse attention à cela. Parce que le plus fort n'est pas toujours fort. C'est une menace? Non, c'est pour dire simplement que nos vies ne reposent sur rien. D'accord. On doit, une maman comme celle-là, on n'a pas besoin de tout ça. Alors derrière ça, je vais le dire avec... il y a eu 2 actions judiciaires. Donc maintenant, elle et moi, on est convoqués pour... non, je vais d'abord faire... Il y a eu 2 actions judiciaires. Il y a une action qui concerne le bruit des scellés. Oui. Je crois que c'est au niveau du tribunal. Oui. Mais il y a une action qui est également engagée... Mais vous ne voyez pas que... au niveau du tribunal militaire... On convoque maître pour briser les... Elle-même a dit, mais ma fille, mais depuis même là, toi-même, j'ai déjà dit au moment que tu n'étais pas... Mais toi-même, j'ai dit que... Mais il faut absolument que je t'accompagne. Je suis déjà... C'est pas pour complicité que vous êtes... Non? Bah, je sais pas... Bon, bref, il y a cette procédure. Où en êtes-vous d'abord? Commençons par les bruits de scellés. Où en êtes-vous avec la procédure? Vous avez été convoqué. D'ailleurs, le préfet... Le préfet, alors... Le préfet vous a invité 1, 2 fois? Non, le préfet nous a convoqués. D'accord. Gentiment, non? Non, j'ai passé gentiment. Affaire nous concernant, maître lui a répondu. Et maître lui a dit, elle ne peut pas venir sans moi parce que je suis que le personnel. Après, il nous a reconvoqués. Moi, je suis... Non. Après, c'est lui qui nous a fait appeler. D'accord. Par son premier adjoint. Gentiment, d'ailleurs. Et nous pensions que c'était l'apaisement. Le premier adjoint m'a appelé, m'a dit, madame, le préfet a dit que ne venez pas le 16, il y a un agenda. C'est après qu'on a compris effectivement qu'il y avait quelque chose. Ce sommet extraordinaire là, c'est... On a dit pourquoi, c'est notre pays. Nous n'allons pas... Mais en même temps... Non, laissez-moi terminer. En même temps, vous avez appelé tous vos amis. On vous invite à 2, vous avez rassemblé. S'il y a eu des visuels pour dire accompagnons Maître Alice Combes et Maximilien Gombe. Non, c'est pas nous qui avons appelé. C'est pour ça que j'ai dit, si on avait calmé... Les gens étaient le jour où on était en train de faire les brises de scellés. Il y a les vidéos qui circulent. Mais monsieur Dipita, il ne faut pas dire que vous avez appelé. Les Camerounais, c'est une maman, on ne peut pas accepter ça. Nous avons tous les mamans, même ceux qui la convoquent là, ils ont les mamans. Certaines, même leurs mamans n'ont pas 80 ans.
Vous voulez que les Camerounais laissent qu'on traîne une maman comme ça? Ça veut dire que même c'est que nous ne sommes même plus nous-mêmes. Alors, on va aller un peu vite parce qu'on commence à être pris. Donc, voilà. Il nous a parlé tranquillement, le premier adjoint. On lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes Camerounais. Si ça peut aller dans l'apaisement, pas de problème. Donc, nous pensions que nous sommes maintenant en phase de discussion et que peut-être la prochaine fois, nous allons seulement nous voir que nous avons eu une convocation avec menace. Là, c'était même plus avec me concerner, c'était brise de scellé, nous deux. Que nous deux, nous devons venir à brise de scellé. Que si on devient, et que c'est là, c'est le tribunal maintenant. Toujours le préfet. C'était chez le préfet. D'accord. Et moi, je suis allée à Bangui, parce que c'était le 20. Parce qu'on était désaxés. Le 16, pendant que nous pensions que ce n'était pas ça, moi, je dis au préfet, je ne suis pas là, je suis à Bangui. J'ai envoyé mes... Comment on appelle ça? Les avocats. Non, pas les avocats, comment vous appelez ça? Mon boarding pass. OK. Et même des photos de Bangui. Et l'avocat de Maître Alice, comme qui était à Paris, lui a dit, je ne peux pas être là, je suis là le 10. Donc le 10, nous sommes partis, l'avocat est venu nous prendre pour qu'on y aille. On a dit qu'on ne nous attend plus. C'est aujourd'hui que on vient d'avoir d'autres convocations à la police judiciaire. Ah, aujourd'hui. Ah, d'accord. Aujourd'hui. Pour quand? Pour le 22. Donc là, c'est la police judiciaire. Ça veut dire que là, maintenant, le tribunal prend le relais. Brise de scellé. Donc vous avez fini chez les préfets. Donc, on verra bien. Ça, c'est une action autre. Mais par contre, il y a une autre action au niveau du tribunal militaire qui concerne Maître Alice. Vous n'êtes pas concerné. Maître Alice sur le consort. Oui. Vous êtes concerné aussi dans le consort? Pour le moment, non. Qui sont les consorts? Les consorts, Kawala et Maître Simon disent que sont les consorts parce qu'il s'agit d'une affaire qui remonte de 2019. Alors, justement, il y a une vidéo qui a circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui présente, on l'aura certainement, Maître Alice Com pour nous expliquer tout ça, qui présente Maître Alice Com dans une réunion, prenant la parole, se félicitant des financements qu'elle a et déclarant qu'il s'agit simplement... C'est pas le motamotage. Hein. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Allons vite. Il faut que les gens apprennent d'abord même à se renseigner. D'accord. Et à se documenter. Maître Alice Com, l'Union africaine a mis en place la 6e région qu'ils appellent la SOA, c'est-à-dire que de la diaspora. Et dans cette 6e région-là, vous pouvez aller taper sur Internet. Ce n'est pas une histoire... on a dit qu'on a fait ceci. Ça existe. Et c'est l'Union africaine qui a dit que l'apport de la diaspora, aujourd'hui, c'est un apport incommensurable. Donc, pour qu'il y ait une synergie, qu'on leur donne une 6e région, parce que vous savez que l'Afrique a 5 régions. Exact. Donc, ça, c'était la 6e région. Ils ont mis en place tout un organigramme et des personnalités. Maître Alice Com a été... désigné là-bas comme ministre de l'Intérieur. Allez regarder. De cette 6e région-là? Oui. En fait, ils constituent un gouvernement. Oui, mais c'est via l'Union africaine qui a donné mandat à que ça se fasse comme ça. Okay. Et donc, dans leur recherche, il fallait qu'il y ait des financements pour aider l'Afrique à s'en sortir. D'ailleurs, c'est ce que Maître Alice Com dit, que ces financements, c'est pour l'Afrique, mais aussi pour le Cameroun. Et il fallait donc que on cherchait une banque centrale. Quand elle est arrivée ici, elle est allée voir le ministre de Finances. Je ne sais pas si c'est l'économie à l'époque ou finance, mais bon. Un ministre chargé de ces questions. Il lui a dit, il faut... Moi, on m'a la diaspora. C'était quel ministre? Si vous me donnez le nom, on peut définir le ministère. Monsieur Moutazé. Ministre des Finances. C'était peut-être l'économie ou les finances. Il était d'abord économie. Ah d'accord, il y avait économie et finances à l'époque. Voilà, donc je ne sais pas, 2019. De toutes les façons, c'était lui son nom. Donc, il lui a dit, elle lui a parlé. Bon, comme il n'y a jamais eu de banque centrale, l'affaire est morte dans l'eau. C'est pour ça que quand elle va donc au forum, j'estime qui est organisé d'abord d'ailleurs par Genestar. Jean Genestar Priso. Parce que c'est leur... Cameroun Patriotique Diaspora. Elle est invitée là-bas comme personnalité, comme d'ailleurs Kawala,
d'ailleurs leur déclaration Maître Simossi. claire, Maître Simossi. Et vous savez que quand ils sont rentrés ici, il y a un membre du RDPC qui est allé commencer sur le docteur Patrick Rifoué. Voilà. Et ils ont eu un procès ils sont au tribunal pour diffamation. Donc, comment on peut, par quelle alchimie? Donc, vous dites que cette rencontre, c'était pas pour le financement, parce que... Mais c'était pas pour le financement. C'est pas pour le financement du terrorisme, comme c'est dit. Mais comment ça peut être pour le terrorisme? Mais comment ça peut être, monsieur le député? Je comprends, je ne sais pas. Mais je viens de vous... Je ne sais pas. Comment ça peut être? Je n'étais pas avec vous. Bon, moi, je n'étais pas là-bas non voilà, plus. Mais donc. je veux dire comment ça peut être. Genestar Prison, c'était leur 3e forum. Ils ont l'habitude de prendre, n'est-ce pas, les personnalités. Souvent, certains payent même de leur propre poche. Donc, tout va être maintenant financement du terrorisme. Et ça vient comment? Une association, vous avez vu la célérité, une association fait une dénonciation le 18 et lorsqu'on sait comment nous marchons ici, moi je marche souvent ici quand je dois accompagner les défenseurs, même les journalistes, même les avocats, comment ça dure? On a 3, 4 mois, 6 mois pour même avoir la convocation. Là, il y a une convocation du 18, c'est sorti tout de suite là. Elle était convoquée le 15 janvier. Au tribunal, non, le 14. Le 14, au tribunal militaire de Et on a servi peut-être 3 jours juste après cette dénonciation-là. Non, il faut, je dis et je répète. Vous pensez qu'il s'agit d'une intimidation politique? Je ne sais pas si c'est politique. Moi, je ne vais pas rentrer dans le politique. Bah, je veux simplement dire, il y a peut-être une volonté de donc, certains... Tout ce que vous dites là ce soir, c'est que vraiment, le rédac, c'est semblant. On vous met des choses sur le dos, vous ne vous reconnaissez pas. Monsieur le député, ce n'est pas ce que j'ai dit. Okay. J'ai dit ceci que sur les motifs, on ne se reconnaît pas. D'accord. Mais si, par exemple, les autorités ont besoin qu'on apporte, par exemple, des éléments. Les trucs comme les rapports, il suffit qu'on ait un dialogue, même les cadres de dialogue informel. Comment, je veux dire, quelle est la stratégie? Ce n'est pas par défiance qu'on n'a pas donné ça, mais c'est parce que pour nous, il n'y avait pas une demande. Quelle est la stratégie aujourd'hui pour soutenir Maître Alice Combes? Vous allez mobiliser toutes les associations, comme on voit souvent là. Vous êtes dans le bras de fer, vous êtes dans... Quel est votre état d'esprit? On n'est pas dans... Vous irez au tribunal, Maître Alice Combes n'est pas parti, mais est-ce que vous allez bien entendu qu'elle va aller au tribunal. Elle n'est pas allée parce qu'elle ne se sentait pas bien. On a produit son... comment on appelle certificat ça? Le certificat de médical. Elle a quand même 80 ans, cette dame. Et pourquoi on ne peut pas, non même plus l'entendre, même ici à Douala? Est-ce qu'elle est une menace? Alors, non, laisse-moi terminer. On n'a pas de route. C'est pas facile d'avoir par exemple, prendre un billet d'avion. Et même quand tu l'as, tu n'es pas sûr que tu arrives à temps. Il faut se loger. Il faut. Est-ce qu'on ne peut pas? C'est pour ça que moi je dis et je répète. Il y a une volonté de quelque chose? Non, il n'y a pas une volonté. Il y a peut-être un mauvais vent, que certaines personnes que je ne sais pas d'où elles sortent. Mais je ne pense pas que c'est un gouvernement ensemble qui est contre ni le rédac, ni Maître Alice Combes. Et je dis ici, et je pense que nous avons déjà trop de problèmes comme ça pour 2025. Nous avons on va peut-être en parler tout à l'heure. Non, c'est même là, si je devais seulement embrayer, je voudrais dire que, avez-vous le sentiment? Il faut qu'on apaise. Vous dites comme... Parce que Maître Alice Combes, c'est une icône, même au niveau international. Je viens de vous dire qu'elle a le passeport des Nations Unies. Et donc, c'est surveillé de très près. C'est aussi peut-être ça qui lui donne la force et la détermination d'affronter les pouvoirs publics, de se dire qu'elle a une forme d'immunité ou un soutien international. Non, elle n'est pas dans l'affront. Elle n'a jamais dit ça. C'est pas son genre. Maître Alice Combes, c'est pas quelqu'un qui est dans l'affront. Elle est très douce. C'est une femme douce, c'est une femme aimable, c'est une femme... vous l'avez déjà rencontrée, c'est une femme qui est prête à aller partout où ses enfants l'appellent pour s'expliquer. Mais qui estime que 42 ans, c'est beaucoup. C'est son droit le plus absolu. Et que le président peut aller se reposer au village. Elle n'est pas la seule qui dit ça. Pourquoi? C'est parce que c'est elle, il faut qu'elle aille au tribunal militaire en inventant peut-être que c'est le retour d'ascenseur, non, c'est l'effet boomerang. Pourquoi? Je ne sais pas. Le président leur a demandé que si... Je pose une... Non, je pose parce que vous posez des questions, mais je m'interroge. Est-ce que le président de la République a demandé que si quelqu'un dit que
aller se reposer, amenez-le devant le tribunal militaire. Je ne sais pas. Peut-être que quand nous sortons un décret, ou je ne sais pas. Est-ce que le président a dit ça? Si le président nous accordait une conférence de presse, on aurait pu le lui demander. Non, mais s'il y a des porte-paroles de communication, moi je n'ai pas vu même le ministre porte-parole dire... Vous dites comme certains acteurs qui suivent un peu cette... Non, même le porte-parole, ministre de la communication, je n'ai pas vu sa sortie pour dire que si quelqu'un dit que le président doit aller se poser, il faut absolument aller trouver les conventions. Vous pensez comme certains acteurs qui se disent, l'année 2025, on va certainement mieux encadrer les libertés, limiter la prise de parole, essayer de ne pas laisser trop parler ceux qui le font ou l'ont fait avant. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme de volonté de musellement du REDAC parce que nous sommes dans une année virage? Moi, je ne pense pas. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que j'ai parlé avec d'autres membres du gouvernement? C'est-à-dire que s'il y avait une volonté vraiment bien huilée, je vous aurais dit non, je ne pense pas. Mais en même temps, il faut quand même dire que la restriction de l'espace civique, on la veut venir petit à petit. Ce n'est pas seulement une question du REDAC. Peut-être le REDAC, ça a fait beaucoup de... Parce qu'il y a eu bris de scellé. Il y a quand même une grande organisation qui, Reach Out, qui a été scellée à une femme formidable qui fait beaucoup de bonnes choses, qui a été scellée au sud-ouest, au MAM. Voilà. Il y a beaucoup d'associations ici, ce n'est pas parce qu'ils ne disent pas, qui ont vu leur agrément suspendu. Vous le savez, un monde d'avenir. Donc, c'est quand même une restriction de l'espace civique qui monte depuis c'est pas une volonté, comment on appelle ça, gouvernementale, bien orchestrée. On ne peut pas voir ça comme... Mais il y a une volonté... Vous voulez dire que le ministre vous en veut? Non, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On a l'impression que de plus en plus de gens ne donnent pas de bonnes informations. Il faut que les gens qui ont mais la ils ont responsabilité... peur du renseignement, non? Non, justement. Si vous avez des renseignements, les vrais, ils auraient ce tableau-ci. C'est pas facile, c'est pas difficile. D'accord. Vous aurez même vu que l'ODS, là, que Maître Alice comme un ministre d'Intérieur dans le swap dont il parlait, qu'il est allé même voir un ministre. Alors, Maximilien, il nous reste environ un quart d'heure. Oui, on va y aller. Il faut que le renseignement soit au travail pour nous protéger. Il y a beaucoup d'insécurité. Nous ne savons même plus qui doit faire quoi. Nous avons besoin pour notre sécurité et qui nous laisse faire notre travail. Nous avons notre travail à faire, nous devons faire notre travail. Moi, je pense pas, et je le répète ici haut et fort, que je ne suis pas sûr que ce soit, n'est-ce pas, une volonté gouvernementale ensemble pour n'est-ce pas, faire quoi que ce soit. Mais il faut aussi quand même que ce gouvernement dise quand même que si on continue comme ça ne va pas être bien pour le Cameroun. Sortons un peu du REDAC, oui. Parlons du Cameroun. Année 2025, c'est une année électorale. Oui. Quel est votre regard sur le niveau de préparatifs des élections en termes d'inscription, de livraison des cartes, bref, sur tout le processus d'organisation des élections? Vous vous rappelez que j'avais fait un tweet en disant que lorsqu'on la demande d'inscription, la campagne pour les listes les listes sans stratégie, ça risque de nous jouer les sales tours. Nous y sommes? Nous n'y sommes pas encore parce qu'on est en train de rectifier le tir. Je suis contente qu'on a ce. Maintenant, on a dit, inscrivez-vous, allez voter et sécurisez votre vote. À l'époque, on n'avait pas ajouté ça. Et je m'en réjouis. Parce qu'il y a des gens aussi dans les pays qui voient le temps, qui regardent. Donc, il ne faut pas toujours se précipiter pour les jeter en pâture. Pensez-vous et vous savez qu'à l'époque, j'ai été taxé comme un allié objectif du RDPC. Aujourd'hui, le REDAC est taxé comme une association terroriste. Donc, vous voyez comment vous pouvez... Vous êtes aux antipodes. Non, c'est là, ça démontre que vous êtes neutre, vous êtes indépendant et que ce que vous voulez simplement, c'est que... Pensez-vous que... Redoutez-vous des tensions post-électorales cette année? C'est palpable si on ne calme pas.
il faut que l'administration territoriale, j'en appelle au ministre, avec ses démembrements, qu'il crée des cadres de dialogue formels et informels avec la société civile, avec même les prélats, avec les chefs traditionnels. Alors dans cette mouvance-là, vous avez certainement eu oui. Parce que vous avez certainement suivi la sortie d'abord de 3 évêques avant la conférence épiscopale. Oui. L'évêque de Douala, oui. l'évêque de Yaoundé, oui. l'évêque de Yagua, oui. qui ont lancé comme un appel oui. à la non-candidature du président de la République. Oui. Et puis après, il y a eu la conférence épiscopale qui s'est réunie à Boya, oui. qui ne s'est pas éloignée de cette position-là, il faut le reconnaître, oui. après avoir décrié oui. Oui. Toute l'ambiance, voilà, la situation du pays. Oui. Vous dites? Je suis catholique pratiquante. Mon père était catéchiste et mon père était enseignant catholique. Donc je suis huilée. Ma petite sœur était religieuse. Elle est décédée dans le Djoula. Donc je suis dans le moule catholique. J'ai mes frères et mes cousins catholiques. Je sais, l'Église catholique, quand elle veut dire ces choses, et c'est ce que papa m'avait dit, la vérité libère. Il me disait toujours ça. Donc je sais qu'ils ne vont pas... Ils n'ont que dit ce que les gens disent tout bas. Vous avez aussi vu la réaction, évidemment, du gouvernement. Le ministre de la Communication, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La sortie du ministre de la Communication. C'est quelqu'un, je l'ai toujours dit, même quand il était ministre de l'administration territoriale, c'est un bon diplomate. Il apaise. On a besoin de cela. Mais ça ne veut pas dire que le président de la République... Dire que le président de la République est fatigué, qu'il a se reposer, vraiment ce n'est pas un crime. Vous vous souvenez qu'une fois j'avais dit ça sur un plateau, ce n'est pas un crime. D'accord. Ce n'est pas un crime. C'est peut-être même... C'est même à la limite même normal. Ne même pas le dire, c'est ceux qui ne le disent pas qui sont les hypocrites. Je trouve qu'ils sont les opportunistes. D'accord. Parce que, M. Dipita, vous ne pouvez pas accepter que votre papa, qui a tout donné pour un pays, et au-delà, ne puisse pas avoir même 5 ans de répit. Où on peut... Moi, j'ai besoin d'aller voir le président, par exemple, en Vomega, juste pour lui dire bonjour, papa. Vous lui demandez de rentrer au village? Vous demandez au président de rentrer au village? Non, même à Etoudi, on peut même dire qu'il reste à Etoudi. Où est le problème? C'est le palais présidentiel, il ne peut pas rester à Etoudi. Tout ne peut pas être... Lui-même, il a la volonté de rester à Etoudi. Il y est, il veut bien rester. Non, je veux dire, tout ne peut pas être, comment on appelle, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. On dit et on répète, nous avons besoin de rencontrer le président, pas seulement en tant que président. Alors, nous serons contents. En tant qu'ancien président. Vous savez, moi j'étais au Ghana à l'époque, quand M. Raoulès n'était plus au pouvoir. Et j'étais dans un hôtel là, et tous les matins, il sortait là pour aller faire son sport. Sans sécurité. Sans sécurité. Il n'était plus président. Et je courais derrière lui, juste pour le saluer. Et je lui ai dit ça. Et on a... Voilà. Vous rêvez voir le président comme ça à Yaoundé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que moi j'ai toujours dit que j'ai jamais eu de l'animosité. Il m'a jamais... Voilà, donc pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Il me reste 3 minutes. Hein. Oui. Je voudrais vous entendre dire un mot sur la mobilisation des partis politiques de l'opposition quant à ces élections. Oui. Un mot sur la mobilisation de la société civile, oui, et un mot sur la situation au nord-ouest. On a 3 minutes. Oui, la société civile travaille pour les élections. Nous avons créé un groupe pour les élections apaisées au Cameroun. Et je pense que on va continuer et nous allons aussi surveiller les votes. Nous avons fait aussi le monitoring. Donc la société civile se mobilise pour cela. Pour les partis politiques, je déplore que les partis politiques aujourd'hui au Cameroun, au lieu de mutualiser les efforts de l'opposition, ils se neutralisent entre eux. Le temps n'est plus à se neutraliser entre vous. Le temps est aujourd'hui à mutualiser d'abord des efforts, à vous souder d'abord pour
n'est-ce pas, affronter, n'est-ce pas, la machine, c'est toute une machine qui est quand même là. C'est une machine qui a l'argent, qui a des démembrements. Donc, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, un soutien et sur le minimum, on ne peut pas s'entendre aujourd'hui sur tout. D'accord. Mais qu'on s'entende sur le minimum. Sur la situation de nos eaux, je vous ai déjà dit que notre problème, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait que les gens s'asseyent pour, n'est-ce pas, discuter. On ne peut pas continuer à faire une guerre fratricide ne peut pas se terminer par les armes. Parce que nous avons vu que même les guerres qui ne sont pas les guerres fratricides, les gens négocient toujours par derrière. Je viens de dire là que l'Ukraine, que Israël a libéré, je ne sais pas, 8000 ou 1000, je ne sais pas, mais j'ai vu libérer 8000 de Hamas, ainsi de suite, alors que les armes... On n'est pas... Moi, cette incapacité, n'est-ce pas, dans notre pays, alors que c'était un pays qui regorgeait des gens qui étaient capables de s'asseoir, de discuter. Cette incapacité aujourd'hui de dire nous pouvons discuter sans violence, sans dominer, avoir le pouvoir de dominer, d'écraser l'autre. C'est difficile pour nous. Alors, et je suis très meurtri parce que moi je sais combien il y a les déplacés, les filles déplacées internes que le REDAC a beaucoup aidé et qu'on continue à aider et c'est pas évident. C'est pas évident. Barthélémy Ngombe, vous êtes, votre association, le REDAC, est suspendue pour 3 mois. Qu'espérez-vous derrière? Je veux dire, à l'issue des 3 mois, vous dites? Non, nous allons écrire au ministre, on va envoyer les documents que nous avons pour lui dire que bon, comme j'ai dit tout à l'heure... Donc vous plaidez pour la levée de la suspension? Bien entendu. De toutes les façons, monsieur le ministre territorial ne peut pas sceller la maison d'autrui pendant même 5 ans, parce que ce n'est même pas notre maison, mais même pour la maison d'autrui, il faut qu'il lève. Mais je pense que le mauvais vent est passé. Okay. Chacun de nous, chaque parti doit s'apaiser et doit se calmer. Et je pense que bon, tout le monde travaille pour. Hein, mais je dis et je répète quand même, la première chose, c'est de laisser cette maman tranquille. D'accord. Voilà, il faut qu'on la laisse tranquille. Merci. Elle ne mérite pas ce qu'on lui fait vivre là aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé la réaction officielle du REDAC pour nous permettre de comprendre tout ce qui se passe autour. Évidemment, votre lecture de la situation 2025 de notre pays. Nous dirons un mot au président de la République pour terminer. Monsieur le Président, vous-même vous avez vu, si vous êtes là quelque part, écoutez, hein, dites que le REDAC, c'est votre instrument de travail et qu'il doit être ouvert pour que, d'abord, comme vous avez vu, c'est votre, vous avez toujours dit, c'est ça qui vous amène à faire à prendre des décisions, donc il n'y a pas de raison. Donc, mais nous, ça, et en même temps aussi, le peuple camerounais vous demande de dire quelque chose pour qu'il soit au moins fixé. Il faut que vous fixiez le... Et au MINAT, au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, vous direz? Mais je dis au ministre que nous n'avons aucun problème avec lui. Il y a beaucoup de contre-informations, de problèmes de communication et nous espérons que nous allons avoir des plateformes, même informelles et formelles, et nous demandons... nous lui exhortons de faire lever des scellés pour permettre d'abord à ces enfants qui sont perdus d'avoir au moins de quoi avoir leur pain quotidien et le reste, nous sommes à sa disposition pour, n'est-ce pas, travailler ensemble, main dans la main, pour les droits de l'homme, pour la promotion, la protection des défenseurs, mais en nous laissant jouer notre rôle, qui est le nôtre. Merci. Entretien recevait Maximilienne Ngombe, la directrice exécutive du REDAC. Vous avez certainement suivi leur position sur toute l'actualité qui est autour de cette association, mais aussi sur l'actualité nationale. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi l'entretien. Bonsoir et à jeudi prochain. C'est bon.